Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui aborder la thématique de la question constituante à partir d'un certain nombre d'axes qui ont été développés dans ce séminaire depuis quelques années, principalement des axes qui tournent autour des problématiques du droit naturel et du républicanisme. Et je le traiterai sous l'angle de la question constituante parce qu'il me semble que cette question constituante synthétise un certain nombre d'enjeux qui apparaissent dans ces problématiques, d'une part, et d'autre part parce que la question constituante place la Révolution française dans une perspective qu'on pourrait appeler une perspective politique contemporaine. La question constituante place la Révolution française dans une perspective politique contemporaine parce que cette question renvoie déjà directement à notre actualité. On sait tous qu'il y a des débats pour une constituante autour de la question de la Sixième République et qu'avant cela, il y a eu une forte mobilisation autour du traité constitutionnel, son rejet, puis le retournement de la décision souveraine. Et au-delà de l'Hexagone, on sait également que des processus constituants sont mis en œuvre, suivent en tout cas ce qu'on a appelé le printemps arabe. Perspective contemporaine, d'autre part, perspective contemporaine et épistémologique, d'autre part, parce que la question constituante pendant la Révolution française interroge le rôle de l'expertise du politique et du social. Expertise qui est aujourd'hui en partie dévolue aux sciences sociales dont nous sommes historiens, et une expertise qui tente à déposséder le citoyen du discours légitime, qui tente à phagocyter le discours légitime qui constitue le sens des sociétés. Et ici, constituer doit être mis en lien avec la question constituante. L'épisode du traité constitutionnel a été un grand moment de la manifestation de ce jeu de l'expertise qui tente à confisquer le sens des sociétés et à entretenir l'opacité pour garder le pouvoir. Je rappellerai d'abord que la Révolution française doit être principalement caractérisée comme un processus constituant, ce qui m'amènera à examiner le sens de cette expression et ses implications. Cela me conduira ensuite à mettre en avant la rupture thermidorienne vis-à-vis de ce processus constituant tel qu'il est engagé en 1789 et à décrire la manière dont les sciences sociales, instituées après le moment thermidorien, sont utilisées pour reconstruire la légitimité politique au sens de la reconstituer ou de la refonder. La reconstruire en la coupant des valeurs fondatrices du processus révolutionnaire qui a été ouvert en 1789, coupure qui se justifie parce que ce processus est alors jugé anarchiste. Alors vous le savez évidemment, une constituante est une assemblée qui est chargée d'établir une constitution. La Révolution française connaît deux assemblées constituantes, la constituante proprement dite et la Convention, qui en 1792 doit rédiger une nouvelle Constitution à la suite du 10 août. La journée du 10 août, vous le savez également, conduit à l'abolition de la royauté et avec elle, on le rappelle moins souvent, à l'abolition de la Constitution monarchique, censitaire et esclavagiste de 1791 qui a été élaborée par la Constituante. Cette convention, entre le mois de septembre 1792 et le mois d'octobre 1795, est un long moment constituant qui produit plusieurs constitutions qui sont tour à tour rejetées à la suite de journées révolutionnaires ou de coups d'État. Le premier projet voté est celui des Girondins. Vient ensuite le projet dit montagnard, vient ensuite le projet thermidorien qui aboutit à la Constitution de 1795. Le projet girondin qui a été conçu et présenté par Condorcet est éliminé à la suite du 31 mai de juin 1793 et remplacé par le projet dit montagnard. À ce propos, j'ouvrirai une première parenthèse pour rappeler que la Constitution dite montagnarde de 1793 est en fait un compromis.
Elle est en deçà, par exemple, de ce que Robespierre propose, est en deçà également de ce que le gouvernement révolutionnaire permettra d'organiser en l'an 2. Ce que l'on pourrait également considérer que ce gouvernement de l'an 2, établi grâce à la loi du 14 Frimaire, 4 décembre 1993, est un type de constitution. J'ouvrirai une seconde parenthèse pour indiquer que depuis Edgar Quinet et Alphonse Sollard, l'historiographie a longtemps entretenu l'idée qu'il n'y aurait pas fondamentalement de différence entre les projets politiques girondins et montagnards. Ils seraient tous bourgeois, puisque la Révolution française serait un conflit entre la bourgeoisie et l'aristocratie d'Ancien Régime. Donc les propositions apparemment plus radicales de certains montagnards, comme celle de Robespierre, plus sociales, plus décentralisatrices, ne seraient en fait qu'opportunistes. Elles ne viseraient qu'à prendre le contre-pied de l'adversaire ou à manipuler le mouvement populaire afin de l'utiliser contre l'adversaire. Dès lors, le conflit entre montagnards et girondins ne porterait pas sur le fond, par exemple sur la Constitution, mais au pire sur des ambitions personnelles et au mieux sur des stratégies politiques, permettant finalement d'arriver au même point, qui serait donc cette révolution bourgeoise. Je ferme cette deuxième parenthèse. La constitution dite montagnarde disparaît à son tour à la suite du processus qui va du 9 Thermidor en 2 aux journées de Prairial et Germinal en 3, journées au cours desquelles on réprime le mouvement populaire et les derniers montagnards. La Constitution de 1795, qui en est le fruit, résulte d'un coup d'État parlementaire qui peut avoir lieu une fois que tous les opposants potentiels ont été éliminés. La Convention est remplacée par le Directoire et le coup d'État de Bonaparte a à son tour pour objectif d'instituer une nouvelle Constitution. Donc, en 10 ans, il y a 5 constitutions. Ce qui nous indique que la question constitutionnelle est décisive, puisqu'elle catalyse tous les enjeux politiques de la période. Et il est donc dommage que les historiens de la Révolution française délaissent souvent ce champ qu'ils délèguent aux historiens du droit. Cette centralité de la question constitutionnelle est encore plus évidente lorsqu'on se concentre sur 1789-1795. Entre ces deux dates, 89-95, seule l'année que dure l'Assemblée législative échappe au processus constituant. Cela signifie que l'immense majorité du processus révolutionnaire entre 1789 et 1795 se situe dans un moment constituant. Ce qui pourrait d'ailleurs être la définition. On peut légitimement définir la Révolution française comme un moment constituant. En d'autres termes, un moment au cours duquel il faut, si on emploie les mots de l'époque, un moment au cours duquel il faut conquérir la liberté et l'établir. Certains séparant ces deux temps, séparant la conquête de la liberté de son établissement, par exemple Boissy d'Anglas, dans la période thermidorienne, d'autres, au contraire, les pensant ensemble, comme Paine, Thomas Paine ou Robespierre. Demandons-nous maintenant ce que recouvre la notion de constitution pendant la Révolution française. De nos jours, la Constitution est communément entendue dans sa dimension technique, définie comme le texte qui organise techniquement les pouvoirs. Or, pendant la Révolution française, la question constituante ne renvoie pas principalement à cette dimension technique. L'enjeu constituant réside plutôt dans les principes à partir desquels l'organisation des pouvoirs est établie et également légitimée. Cette organisation technique est avant tout le résultat de choix fondés sur des principes. Comme l'écrit Thomas Paine en 1795, les questions de principe l'emportent sur les questions d'organisation. Ce qu'en 1795, la Convention thermidorienne cherche à oublier, d'où ce rappel de Thomas Paine. Ces principes, rappelle donc Paine, sont connus puisqu'ils sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il suffit donc que les questions d'organisation soient en accord avec la Déclaration. La Déclaration stipule que les hommes sont égaux en droit, donc ce qu'on appelle constitution, au sens technique du terme, ne peut par exemple pas priver certains des membres de la société du statut de citoyen, alors imposant
en leur interdisant de voter, ce qu'établit la Constitution de 1795, contre laquelle réagit Paine. En 1791, Robespierre, dans une situation identique, s'opposait au suffrage censitaire, tient le même discours. Toute décision politique contraire au principe de la Déclaration des droits est, selon ces termes, anticonstitutionnelle et antisociale. Donc, pour un certain nombre d'acteurs de la Révolution française, la Déclaration est la Constitution, puisqu'une décision contraire au principe de la Déclaration est anticonstitutionnelle. De plus, la Déclaration fonde la société. C'est autour d'elle que l'on fait communauté, puisque toute décision contraire au principe de la Déclaration est antisociale. Donc cela signifie que la Déclaration constitue la société, et que là est le sens du mot constitution, ce qui fonde, ce qui constitue une société. Pour d'autres acteurs politiques de la Révolution française, ceux contre lesquels Paine et Robespierre interviennent, il faut au contraire qu'il n'y ait pas équivalence entre la Déclaration et la Constitution. C'est la raison pour laquelle, pendant la Révolution française, la Déclaration est au cœur des conflits politiques. En 1789, elle oppose le côté gauche et le côté droit. Côté droit qui se définit contre la Déclaration, en mettant en avant une communauté religieuse, un peuple chrétien, rassemblé autour de son roi, légitimé par l'histoire, légitimé par l'ancienneté, par la tradition, un modèle donc qui constitue la société sur une autre légitimité que celle de la Déclaration. C'est cette autre légitimité que défend Edmund Burke en 1790 dans ses réflexions sur la Révolution de France, à laquelle s'oppose d'ailleurs Thomas Paine dans Droits de l'homme en 1791. La Déclaration oppose le côté gauche et le côté droit non seulement en 1789, mais également pendant toute la Révolution. D'où cette multitude de projets de constitution, puisque le côté droit ne rassemble pas seulement ceux qui rejettent ouvertement la Déclaration, comme Burke par exemple, mais rassemble aussi ceux qui s'efforcent, pendant toute la Révolution française, d'échapper au principe de la Déclaration auquel les rapports de force politiques les ont obligés à adhérer. Ce qui est par exemple le cas des thermidoriens, auxquels s'adressent les reproches de Paine en 1795. La Révolution française doit donc être appréhendée en fonction de l'enjeu constituant de la Déclaration et des luttes politiques qu'il génère. Comme l'écrit Alphonse Sollard, je le cite, « La Révolution française consiste dans la Déclaration des droits rédigée en 1789 et complétée en 1793 et dans les tentatives faites pour réaliser cette déclaration. » La Révolution est donc la tentative faite pour réaliser la déclaration. La contre-révolution, ce sont les tentatives faites pour détourner les Français de se conduire d'après les principes de la Déclaration des droits, c'est-à-dire d'après la raison éclairée par l'histoire. Une citation que nous avons mise en exergue de notre revue en ligne, qui est celle du séminaire, qui est révolutionfrançaise.net. Ce qui est au cœur du projet politique du côté gauche pourrait se traduire par une question: à quelles conditions formons-nous, constituons-nous une société? Ou encore, à quelles conditions formons-nous une république? Et la réponse est: nous formons une république à condition de mener une politique qui prend au sérieux la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ici, la République ne se réduit donc pas à être une forme de gouvernement qui serait contraire à la forme monarchique. Ce qui débouche sur une autre question: qu'est-ce qu'une politique qui prendrait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au sérieux? On retrouve ce questionnement à un moment qui est proche de nous, en tout cas plus proche de nous que la Révolution française, puisque ce sont ces questions qui sont à l'origine du programme du Conseil national de la Résistance et de la refondation républicaine à la Libération, avec l'idée de sécurité sociale, qui est aujourd'hui la cible, vous le savez, des politiques libérales, auxquelles le traité constitutionnel dont je parlais précédemment a laissé le champ libre.
Cette alternative, politique libérale, sécurité sociale, est déjà celle de la Révolution française. Formons-nous une société, constituons-nous une société, parce que la liberté des propriétaires est garantie, comme le pensent les Girondins ou les Thermidoriens, ou formons-nous une société parce que le plus démuni y a sa place? En d'autres termes, lorsque le droit à l'existence est garanti, comme le pensent cette fois-ci les montagnards, et comme le pense également le mouvement populaire. La question constituante renvoie donc d'une part aux principes fondateurs des sociétés, qui au XVIIIe siècle sont définis par les principes du droit naturel moderne, et la question constituante inscrit d'autre part ces principes dans un processus. On appelle un processus constituant. Un processus au cours duquel se constitue le peuple. Se constitue le peuple au sens politique du terme, puisqu'un peuple, dit Robespierre, n'est pas un troupeau. Pour constituer les sociétés, ces principes doivent sortir des traités de philosophie ou de droit pour être discutés. Discutés dans l'espace public et adoptés par l'ensemble des membres qui constituent la société. Une société est constituée par des principes au sens où elle est constituée par des personnes qui adhèrent à ces principes. C'est la raison pour laquelle les thermidoriens veulent cantonner ces principes au livre, là où ils n'exciteront pas la guerre civile, disent-ils, de telle sorte qu'ils ne puissent plus être constitutifs des sociétés et donc qu'il n'ait plus d'efficacité politique. Au XVIIIe siècle, ces principes du droit naturel ne sont cependant pas que dans les livres, mais renvoient également à des pratiques populaires, en particulier celles de la communauté villageoise. Pratiques qui ont été étudiées par Georges Lefebvre, par Marc Bloch et plus récemment par Guy Hickney ou Florence Gauthier, et dont en 1789, les propositions des cahiers de doléances sont la manifestation. Ces cahiers de doléances forment donc un vaste projet constituant, largement débattu, un projet de refondation de la société en fonction des principes qui organisent les pratiques des communautés villageoises et que l'on retrouve par ailleurs dans les traités de philosophie. Comme le rappelle Thomas Paine au XVIIIe siècle, le sens commun populaire ne doit pas être séparé des Lumières. En 1789, ces principes sont mis en visibilité politique. Et ils sont déclarés afin de former un contrat entre les membres de cette société, si l'on veut, de cette communauté villageoise qui est en quelque sorte élargie à la France. La Révolution française nous rappelle que l'acte constituant n'est donc pas ce processus obscur qu'on nous a appris à identifier comme une affaire technique, qui serait affaire de techniciens, donc, en particulier d'experts en droit constitutionnel, un processus pour lequel on convoque le souverain seulement en bout, pour l'entériner. C'est de la sorte que la Constitution de la Ve République a été établie sans assemblée constituante, mais avec des commissions dirigées par De Gaulle et Debré, et sans publicité de leurs débats. Le processus constituant tel qu'il a existé pendant la Révolution française, et non pour la Ve République, bien sûr, le processus constituant pendant la Révolution française engendre la constitution d'un peuple, au sens donc où il constitue le peuple. Ce processus fait que la population, en quelque sorte, devient un peuple, forme une nation. Les mots peuple et nation sont équivalents à cette époque. Robespierre, je l'ai dit, utilise l'image du troupeau. Un peuple n'est pas un troupeau. Il utilise également l'image du peuple athénien, qu'il ne faut pas confondre, dit-il, avec les habitants d'Athènes. Un peuple n'est pas une foule.
Le peuple dont il est question n'est donc pas le peuple masse, le peuple foule, mais le peuple qui a conscience de former un peuple politique, c'est-à-dire qui a conscience d'être le souverain. Il n'est pas simplement souverain ou dit souverain, il a conscience de l'être. En 1789, il est identifié comme le peuple qui a conquis sa liberté les armes à la main. C'est une expression que l'on trouve par exemple chez Robespierre, toujours. La Révolution française dont notre République est censée être l'héritière nous pose alors des questions. Par exemple, formons-nous toujours un peuple? Et si la réponse est non, engager un processus constituant n'aurait-il pas l'intérêt de nous reconstituer comme peuple? Sur le plan des principes du droit naturel, la souveraineté populaire se justifie par le fait que les êtres humains qui forment une société mettent en commun le pouvoir exécutif des lois de la nature qu'ils possèdent lorsque la société n'est pas fondée, c'est-à-dire dans l'état de nature. Et ils forment une société dans le but de garantir l'ordre naturel. C'est ce qu'il y a dans l'article 2 de la Déclaration de 89. Là s'exprime la volonté souveraine. Et le gouvernement et les gouvernements sont organisés dans ce but. Ils ont pour fonction de garantir les droits naturels des êtres humains qui sont réunis en société. Et ces êtres humains ont le devoir de résister aux gouvernements qui ne remplissent pas leur fonction, garantir les droits, parce que de tels gouvernements sont considérés comme tyranniques. En 1789, cette logique est jugée indispensable par une majorité de constituants, parce qu'elle transfère, en tout cas elle légitime le transfert de souveraineté du roi vers la nation. Mais dès cet instant, la politique du côté droit consiste, même pour ceux qui en ont voté le principe, à tenter de confisquer l'exercice de la souveraineté jugé dangereux parce qu'il livre au peuple les clés du pouvoir. Ce qui engendre une première tentative avec la Constitution de 1791, qui sépare les actifs et les passifs. Mais il faut attendre 1795, donc au bout de 6 années qui ont duré 6 siècles, comme le dit Boissy d'Anglas, il faut attendre 1795 pour que la Convention thermidorienne puisse y parvenir, véritablement. En 1795, la Convention thermidorienne rompt donc avec cette logique constituante qui forme la souveraineté populaire dans ce qu'on pourrait appeler l'agir politique, ou si on préfère, dans la citoyenneté. Les thermidoriens dénoncent la Constitution dite montagnarde de 1793. Boissy d'Anglas, qui présente le nouveau projet de Constitution, l'a décrit comme étant l'œuvre de la tyrannie robespierriste, dont l'objectif était de fixer la terreur dans les institutions et d'organiser l'anarchie, et de livrer ainsi le pays à un peuple, je cite, à un peuple constamment délibérant, ce qui est la marque, évidemment, de la souveraineté. Livrer le pays à un peuple constamment délibérant, composé, je cite, d'hommes oisifs et turbulents. Ce qui est une définition intéressante de la terreur. Un peuple constamment délibérant, composé d'hommes oisifs et turbulents. Pour établir une constitution telle que la souhaitent les thermidoriens, c'est-à-dire la constitution qui convient à l'institution d'un pouvoir contrôlé par les meilleurs, comme ils les nomment, c'est-à-dire les propriétaires, les gens instruits, il faut, comme l'a montré Florence Gautier, se débarrasser des contraintes, des principes du droit naturel inscrits dans la Déclaration. La commission parlementaire au nom de laquelle s'exprime Boissy d'Anglas a donc rédigé un projet de déclaration dans lequel la référence au droit naturel a été gommée. Je le cite, « Nous avons banni avec soin tous ces axiomes anarchiques recueillis par la tyrannie, celle de Robespierre, qui voulait tout bouleverser afin de tout asservir. » Boissy d'Anglas vise en particulier le droit à l'insurrection ou de résistance à l'oppression, qui découle de la fonction normative de la déclaration,
selon laquelle, en cas d'atteinte aux droits naturels, aux droits de l'homme, la déclaration dit la loi. Elle légitime la résistance puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, lorsque le contrat social est rompu, chaque citoyen recouvre son pouvoir exécutif des lois de la nature. Donc en 1795, insiste Boissy d'Anglas, la Déclaration des droits n'est pas une loi. Elle n'organise pas la société. Elle est à la rigueur, dit-il, un recueil de principes, un guide, mais elle ne doit pas comporter de dispositions qui la placeraient au-dessus de la Constitution au sens technique du terme, qui, elle, est la loi. Par exemple, elle ne doit pas légitimer une insurrection contre cette Constitution qui exclut les pauvres des droits de citoyens afin de fonder un ordre social des propriétaires. Les conventionnels choisissent donc une déclaration qui est adaptée au processus d'exclusion qu'ils mettent en place, c'est-à-dire une déclaration qui est vidée de son contenu. La Constitution de 1795 ne peut donc plus, comme ses devancières, être légitimée par les principes du droit naturel, par l'action d'un peuple constamment délibérant, puisqu'il est condamné. Les thermidoriens mobilisent donc une autre source de légitimité, une autre source qui est l'expérience. Et en particulier l'expérience que la Convention a tirée de l'anarchie, entre guillemets, du gouvernement révolutionnaire, c'est-à-dire de la terreur, et au-delà du processus qui a engendré cette anarchie et cette terreur. Cette légitimation par l'expérience est mise donc en opposition avec les principes de la Déclaration de 1789 et de la Déclaration de 1793, caractérisés, eux, non pas par l'expérience, mais par des principes métaphysiques, par des abstractions, dont l'expérience, justement, a montré, je cite un des conventionnels, dont l'expérience a montré qu'ils produisent les effets les plus désastreux. Donc les thermidoriens réinvestissent la légitimation burkienne, celle de Burke, fondée sur l'histoire, fondée sur l'expérience, contre la légitimation de Paine, qui, elle, est fondée sur les droits naturels, caractérisés donc comme des principes abstraits, des principes métaphysiques. Et donc en 1795, Paine dénonce cette légitimation du processus constituant thermidorien comme il s'est opposé auparavant à la critique burkienne du processus constituant de 89. Dans les mois qui suivent le 9 Thermidor, avant le débat constitutionnel de l'été 95, qui va l'amplifier, cette critique burkienne de l'abstraction des principes du droit naturel est diffusée. Elle est diffusée par la littérature anti-robespierriste. Et elle va inaugurer un des lieux communs les plus tenaces de la légende noire de Robespierre, selon laquelle il serait enfermé dans les idées générales, dans l'abstraction, dans l'utopie, et serait incapable de saisir le réel. Selon ce récit, la terreur est caractérisée comme le moment où, au nom de la raison, je cite l'un des libelles les plus célèbres, qui est celui de Villatte, où au nom de la raison, je cite Villatte, la table rase et métaphysique de Locke a engendré le nivellement, un système d'uniformité. On a voulu détruire le commerce et les négociants, la jurisprudence et les légistes, la médecine et les médecins, l'éducation et les écoles, la religion et les prêtres. Notons qu'à cette époque, Locke et le droit naturel, ces principes abstraits, engendrent le nivellement, engendrent le communisme et non le capitalisme, comme on le pense communément aujourd'hui. Pour les thermidoriens et leurs émules, le passage d'un mode de justification à un autre implique l'élaboration d'un dispositif théorique et d'un dispositif politique qui puisse permettre
de se libérer en quelque sorte de l'emprise du juste naturalisme, de la conception juste naturaliste du social, qui est identifiée au peuple et qui a produit donc cette terreur, cette anarchie avec laquelle on veut rompre. En France, cette tâche va être en particulier prise en charge par les idéologues, largement influencés par l'historicisme de Condorcet. Et avec les idéologues, en particulier au moment du coup d'État de Bonaparte, la science sociale va être mobilisée contre les principes du droit naturel. Jean-Baptiste Say, qui est un acteur de la Révolution française, à la fois dans la pratique et dans la théorie, parce qu'il est proche des Girondins, dans la théorie parce qu'il écrit ses premiers traités d'économie politique à ce moment-là, et qu'il introduit alors en France, est également l'un des principaux rédacteurs et un des fondateurs d'ailleurs de la Décade philosophique. Décade philosophique, littéraire et politique, qui est le périodique des idéologues. Et au cours de l'été 1795, il publie un article sur le débat constitutionnel qui a lieu, et article dans lequel il adopte le point de vue des députés qui, au nom de l'expérience, contre l'abstraction, jugent dangereuse la présence d'une déclaration des droits qui a, écrit Jean-Baptiste Say, déclaration des droits, qui a été l'instrument de Robespierre, l'instrument de la terreur. Donc, Jean-Baptiste Say contribue également à la rubrique sciences sociales de la Décade. La science sociale qui a été promue par Condorcet, par Sieyès, est instituée à la fin de la Convention thermidorienne, le 25 octobre 1795, avec la création de l'Institut national des sciences et arts, où se diffusent les principes des idéologues. L'Institut, qui a été prévu par l'article 298 de la Constitution de 1795, est divisé en 3 classes, qui comportent plusieurs sections, et la section sciences sociales et législation est la 3e de la classe des sciences morales et politiques. Au sein de la science sociale, telle que la définissent ses promoteurs, l'économie politique est primordiale. C'est la raison d'ailleurs de l'intérêt de Jean-Baptiste Say pour la science sociale. Primordiale, puisqu'on estime qu'elle forme les liens de la société. Les liens sociaux qui sont donc fondés sur l'intérêt, qui après peuvent être régulés par des lois. Le 31 décembre 1799, Jean-Baptiste Say consacre un de ses articles de la rubrique sciences sociales et de la Décade philosophique, donc, à faire l'apologie d'un texte de Cabanis, intitulé « Quelques considérations sur l'organisation sociale en général, et particulièrement sur la nouvelle Constitution ». La Constitution qui suit le coup d'État de Bonaparte. Ce texte du 16 décembre 1798 est présenté par Cabanis au nom de la commission du Conseil des 500, chargée conjointement à celle du Conseil des Anciens d'établir une nouvelle constitution. Une conception du processus constituant fondée sur des commissions avec lequel celui de la Ve République a quelque parenté. On pourra le noter. Cabanis est un élu des 500, il est physiologiste, il est philosophe, c'est le beau-frère de Sophie de Grouchy, c'est-à-dire la veuve de Condorcet. Il est membre de la première section de la classe des sciences morales et politiques, première section qui est consacrée à l'analyse des sensations et des idées. Dans son texte du 16 décembre, il justifie le coup d'État de Bonaparte et la Constitution de 1799 qui place le pouvoir entre les mains de 3 consuls, vous le savez, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun. Cette Constitution a été rédigée par Donoux, qui a été également l'auteur de la Constitution de 1795. Boissy d'Anglas la présente, Donoux la rédige principalement.
La Constitution est rédigée de 99 est rédigée par Denou, elle est largement influencée par les idées de Sieyès, donc un de ceux qui a théorisé le processus constituant en 1789, et avec lequel il a rompu, ce que l'on constate en particulier 10 ans plus tard. Dans sa recension, Jean-Baptiste C. souligne que l'intérêt du rapport de Cabanis réside en particulier dans le rejet du dispositif justnaturaliste, rejet des principes du droit naturel, rejet du dispositif justnaturaliste qui permet de justifier une constitution. Je cite C. « Il ne s'arrête pas à rechercher en quoi consistent les droits des hommes antérieurement à l'état de société. Il regarde l'état de nature auquel plusieurs philosophes sont remontés comme une pure fiction de l'esprit qui nous apporte assez peu. » En effet, avant toute précision quant à la nature de l'organisation constitutionnelle qui est retenue en 1799, les premières lignes du texte de Cabanis s'ouvrent au préalable sur une critique des philosophes qui fondent leur réflexion politique sur une norme fixée dans l'état de nature. Cabanis considère cependant qu'il est nécessaire d'avoir une idée des droits individuels. C'est son expression, il parle de droits individuels. Constant, Benjamin Constant aussi parle de droits individuels. Et il ne parle pas évidemment de droits naturels, ni Benjamin Constant d'ailleurs. Avoir une idée des droits individuels afin d'établir solidement, dit-il, les droits politiques. Donc il s'agit bien de partir de droits individuels pour établir solidement des droits politiques. Mais la connaissance de ce dont les hommes ont besoin ne doit pas être cherchée dans les traités de droit naturel, mais doit venir d'une analyse de l'expérience humaine, d'une analyse des comportements humains. Elle doit venir des connaissances concrètes des sciences sociales et non des idées abstraites des philosophes justnaturalistes. Cabanis part donc de l'expérience tirée de l'histoire, de l'expérience tirée de la connaissance, des besoins physiques et moraux de l'homme, afin de déduire les principes de l'ordre social, les principes constitutifs des sociétés. Et Cabanis constate que la liberté est un de ces besoins de l'homme. Et il déduit de ce besoin de liberté la nature du bon gouvernement. Je le cite, « Tout bon gouvernement doit être fort, parce qu'il ne peut, sans cela, protéger toujours efficacement la liberté des individus. Mais cependant, il doit être habilement et vigoureusement pondéré, pour ne pas mettre en péril la liberté publique qui en est le garant. Ce gouvernement fort et pondéré, afin de garantir la liberté, est en particulier rendu possible par ce qu'il appelle le véritable système représentatif, dont il décrit les principes en ces termes. Dans le véritable système représentatif, tout se fait au nom du peuple et pour le peuple. Rien ne se fait directement par lui. Il est la source sacrée de tous les pouvoirs, mais il n'en exerce aucun. Le peuple est souverain, mais tous les pouvoirs dont sa souveraineté se compose sont délégués. Il prend part à tout par sa surveillance, mais ses passions ne peuvent jamais être égarées par les agitateurs et troubler la paix de l'État. En un mot, le peuple est libre, mais il est calme. Le véritable système représentatif est donc celui dans lequel le peuple est la source sacrée de tous les pouvoirs, mais n'en exerce aucun. De l'application du véritable système représentatif qui dépouille le peuple de la souveraineté, ce qui le rend libre mais calme, résulte, selon les termes de Cabanis, une démocratie, je le cite, une démocratie purgée de tous ses inconvénients. En 1792, note Cabanis, en plein moment constituant,
les Français étaient ivres de démocratie. Maintenant, ils le sont peut-être d'idées toutes contraires. L'affreux régime de 1793-1794 nous a bien trop guéris de la première ivresse. Je le cite, « Voilà, dis-je, la démocratie purgée de tous ses inconvénients. Il n'y a plus ici de populace à remuer au forum ou dans les clubs. La classe ignorante n'exerce plus aucune influence sur la législature ni sur le gouvernement. Partant, plus de démagogues. Tout se fait pour le peuple et au nom du peuple, rien ne se fait par lui ni sous sa dictée irréfléchie. Et tandis que sa force colossale anime toutes les parties de l'organisation publique, tandis que sa souveraineté, source véritable, source unique de tous les pouvoirs, imprime à leurs différents actes un caractère solennel et sacré, il vit tranquille, sous la protection des lois. Ses facultés se développent, son industrie s'exerce et s'étend sans obstacle. Il jouit, en un mot, des doux fruits d'une véritable liberté, garantie par un gouvernement assez fort pour être toujours protecteur. Avec la Constitution de 1799, la science sociale accouche donc d'un véritable système représentatif qui est fait pour une élite intellectuelle et une élite économique, et non pour les hommes remuants, selon l'expression de Boissy d'Anglas. Ce peuple jugé dangereux et ignorant, qu'il faut neutraliser avant de pouvoir l'acculturer aux valeurs des dominants. Les concepteurs de la Constitution de 1799 ont donc, d'une part, pris soin d'annuler, en multipliant les votes indirects, tous les effets du suffrage universel qui a été restauré en 1999, puisqu'on n'est pas dans un suffrage censitaire. Il a d'autre part placé la liberté illimitée des propriétaires au cœur de l'ordre social que garantit la Constitution. Je cite Cabanis, « Propriétaires et capitalistes entreprenants, vos possessions vous sont garanties, le fruit de vos spéculations restera entre vos mains, il deviendra la juste récompense de vos efforts, aucune entrave n'arrêtera l'essor de vos plans, aucune loi prohibitive ou rapace ne viendra les glacer ou les mettre à contribution. » En remplaçant la philosophie du droit naturel par la science sociale, il est donc possible, dans ce moment directorial, de reconfigurer les catégories du politique. Par exemple, de redéfinir des notions centrales, comme celle de système représentatif, ou comme celle de souveraineté, qui n'a pas dans la bouche de Cabanis le même sens qu'elle a chez Paine ou chez Robespierre, par exemple. Redéfinir donc les notions du politique et rompre avec l'ivresse démocratique et vider donc le processus constituant de son contenu à ce moment-là. Cette substitution permet également de reconfigurer le champ du politique lui-même, qui est dès lors principalement considéré comme celui de l'intérêt dont les lois s'imposent aux hommes qui organisent les sociétés. Comme celle de la physique, ces lois de l'intérêt doivent être découvertes, doivent être transmises à un peuple ignorant, qu'il s'agit ainsi d'éduquer aux politiques, c'est-à-dire d'éduquer à une économie politique qui est aussi, selon les termes de Jean-Baptiste Say, qui est aussi science des constitutions. Entre le 9 Thermidor et le 18 Brumaire, donc, je conclurai là-dessus, le républicanisme de sens commun, le républicanisme au sens que lui donne Thomas Paine, en d'autres termes, le républicanisme de la communauté villageoise, si on reprend les travaux de Guy Hickney, fondé sur des principes du droit naturel, et donc remplacé par ce qu'on pourrait appeler un républicanisme des experts, qui justifie scientifiquement la liberté, sans entrave du propriétaire, et également purge
cette liberté de la démocratie. Je vous remercie.